Bonjour, bienvenue à C'est le Sport. À mes côtés aujourd'hui pour cette émission, Nicolas Guiraud, de passage de retour au service des sports pour une petite pige. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Qui Bonjour sera défrayé Nicolas en pâte à la Casa Italia. Et l'incontournable tiramisu. L'incontournable tiramisu. On va parler rugby aujourd'hui à l'approche de la finale de la Coupe d'Europe entre le Leinster et le Stade Rochelais avec deux invités de luxe pour le prix d'un seul. Fabrice Landreau, bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, ancien talonneur international, notre consultant tout au long du tournoi, de retour sur le plateau. Et à ses côtés, Laurent Cardona, bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, un CV long comme le bras, ancien arbitre de niveau international de top 14. Aujourd'hui, membre du staff de l'UBB et du SA15. C'est bien ça. Donc, très avertis l'un et l'autre à l'approche de cette finale de Coupe d'Europe que tout le monde attend. C'est l'objet de l'interview, le jingle. Fabrice, le Stade Rochelais va affronter le Leinster dans son antre de l'Aviva Stadium, samedi en finale de la Champions Cup, après l'avoir battu en finale à Marseille l'année dernière. C'est le défi ultime qui puisse exister? Oui, c'est la revanche. Mais ce qui est remarquable, c'est la troisième finale du Stade Rochelais. Ouais. Et il n'y a qu'une équipe qui a réussi à faire ça, qui a remporté les trois, c'était Toulon. Oui. Donc là, c'est vraiment une très très grosse performance avec une revanche. Et puis, encore une fois, un défi mais à la hauteur des ambitions du Stade Rochelais. Complètement. Avec des Rochelais qui ont fait très forte impression en demi-finale face à Exeter dans un stade Matmut en feu. Un public impressionnant, il reste sur 14 victoires consécutives dans cette compétition. Qu'est-ce qu'elle a cette équipe de particulier pour réussir dans une compétition où beaucoup souffrent? Et est-ce que la présence de Ronan O'Gara change la donne? Laurent. Ouais, moi je crois qu'ils font les choses pas tout à fait comme les autres. Ils ont déjà un groupe de joueurs énorme depuis pas mal d'années. Dès qu'ils intègrent des nouveaux joueurs dans ce groupe-là, ils les choisissent méticuleusement. Je prends l'exemple d'Astoy, qui était effectivement un grand devenir au poste de numéro 10, qui a su parfaitement s'intégrer dans ce groupe et qui est devenu le leader de ce groupe, et évidemment qui finit par taper aux portes de l'équipe de France. Donc il y a je vais dire ce magicien, on peut le dire comme ça, Ronan O'Gara, qui était un Irlandais moi que je n'aimais pas arbitrer sur le terrain. J'allais vous en parler, Laurent. Qui était très râleur sur un terrain. Mais on sait qu'il a eu quelques différends avec les arbitres ces derniers mois. Il est particulier ou franchement il y en a d'autres du même niveau? Il est pas, je pense que c'est un passionné, comme beaucoup d'entraîneurs. De toute façon, on peut pas lui enlever ça. Mais il va un peu loin des fois et effectivement, il a ce tempérament-là, mais jamais méchant. Voilà, jamais méchant. Fabrice était beaucoup plus posé sur le bord du terrain? Fabrice, beaucoup plus posé, oui. J'étais en tribune, j'avais pris de la hauteur. Tout aussi passionné, mais non, pas de souci. Alors cette équipe du Leinster, elle a balayé Toulouse en demi-finale. On va voir quelques copies conformes du trèfle, du 15 du trèfle, hein, quasiment, numéro 1 mondial. Ils viennent de réaliser le Grand Chelem. Est-ce que c'est quand même une équipe qui a des failles, Fabrice? On l'a vu l'année dernière. C'est vrai que c'est une équipe qui est capable de donner un rythme à la rencontre, de tenir ce rythme-là et d'étouffer son adversaire simplement par la possession du ballon. Alors c'est une équipe particulière parce qu'ils sont capables de vous mettre beaucoup de pression par du jeu au pied. Et en revanche, dès qu'ils vont remettre la main sur le ballon, notamment dans les zones de marque, ils sont capables de tenir le ballon pendant 15 ou 7 phases sans faire aucune erreur, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Ils ont les hommes d'ailleurs pour ça, pour casser les lignes. Et puis ensuite, c'est une asphyxie permanente sur l'adversaire. Donc c'est une équipe qui est dure à manier. Et les Rochelais s'en étaient tirés la saison dernière avec leurs avants où ils ont martyrisé les avants irlandais. Mais ça a été une rude bataille. Il a fallu attendre la 70e minute pour avoir un vrai dénouement. Oui, complètement. Fabrice, en tant qu'Angoumoisin, je vais y arriver. Le Stade Rochelais, vous connaissez depuis l'adolescence, vous les avez croisés sur les terrains. En 2010, vous étiez venu à Chanzy avec Grenoble pour jouer contre le Stade pour les 100 ans du SCA à l'époque. C'était l'année de la naissance du SA15. On a retrouvé l'article que nous avions consacré d'ailleurs à ce match de gala à Chanzy. J'ai cru que c'était toi qui étais coiffé. Ah, il est en bord. Merde. 13 ans plus tard, ils en sont là. Comment vous expliquez cette évolution? Je crois qu'ils ont su construire. D'abord parce qu'il y a historiquement déjà le Stade Rochelais a un passé très riche. Et un bassin assez large. Ensuite, ils ont su se construire. C'est vrai que le tournant a eu lieu à partir de 2010,
où il y a eu une vision un peu plus importante, et puis ils ont su être patients, et construire des bases solides, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau de la construction de l'équipe, avec des entraîneurs qui étaient charismatiques aussi. Mias, Colazo, et Patrice qui a donné une identité très forte, très marquée, qui lui correspondait beaucoup aussi. Il a réussi à créer ce clan, cette tribu, et être capable de relever tous les défis. Ensuite, il y a quand même une association d'un président qui a été à la tête du Stade Rochelais depuis 1991. J'étais à l'Assemblée Générale, moi, ce jour-là. Et Vincent Merlin, qui est vraiment un enfant du club, un enfant de cette ville, qui a joué pour le Stade Rochelais et qui a su s'attacher les services de Pierre Vénère, qui lui aussi, dans la structuration du club, en tant que directeur général, ils ont patiemment pris le temps de construire non seulement économiquement leur club, mais de le consolider sportivement, mais dans tous les niveaux. Et derrière tout ça, il y a toujours eu cette ferveur populaire. Mais aujourd'hui, ça a dépassé toutes les espérances. Et le Stade Rochelais, dans son modèle économique, par rapport à ses résultats et par rapport à ce qu'ils sont capables de générer au niveau omnisport aussi, parce qu'ils ont rassemblé d'autres sports. Le basket, et le sport féminin aussi. Ils sont très ancrés sur le sport féminin, le sport adapté. Voilà, c'est vraiment un modèle aujourd'hui pour le sport français. Donc c'est remarquable. Vincent Merlin me disait, moi, à l'époque, quand j'arbitrais le Stade Rochelais, que c'était pas un problème pour eux de naviguer entre le Pro D2 et le Top 14 quand ils étaient en construction. Et puis ils comptent sur un public extraordinaire. Ils me disaient qu'ils avaient le même public en Pro D2 qu'en Top 14 et qu'ils les lâchaient jamais. Et ils ont construit sur cette base de public. D'ailleurs, pour accéder à une place à La Rochelle aujourd'hui, il faut quand même soit être abonné, soit être partenaire. Et encore, pour devenir partenaire à La Rochelle, il faut quand même se battre. Et forcément, ça fait augmenter le coût des places. Et je sais que c'est un choix précis de garder ce stade et de ne pas faire un stade de 30 000 places, parce qu'ils avaient des plans, il y avait la possibilité de faire des stades de 30 000 places. Et c'était un choix économique stratégique, de garder une petite capacité. Je prends l'exemple. Il est historique aussi, ce stade Marcel Desflammes. Moi qui suis Rochelet, il est ancré dans Port-Neuf, au bord de la mer. Il est historique comme beaucoup de stades en centre-ville. Voilà. Mais Chabandelmas, qui contient aujourd'hui 34 000 places assises, il faut reconnaître que l'UBB fait aussi stade plein, encore contre Pau la semaine dernière. Donc, c'est des comparatifs, mais c'est un choix. Pour en discuter avec Vincent Merlin et Pierre Vénère, il disait que c'est un choix volontaire de garder ce stade avec une capacité réduite, si on peut le dire comme ça. Cette ferveur populaire, on l'avait vécu l'année dernière au moment de la victoire en finale face au Leinster, avec 20 000 personnes sur le vieux port de La Rochelle pour recevoir les dimanches de Fantastique filmés par la web télé du stade. Cette réussite, c'est ce qu'on disait, c'est aussi celle de toute une ville, et au-delà même, quoi. Ah oui, honnêtement, c'est le Grand Ouest. C'est le Grand Ouest qui est récompensé, parce que la force du Stade Rochelais aussi, c'est d'avoir su tisser des liens forts avec tous les départements limitrophes. On va en Vendée, on va même jusqu'en Bretagne. Il y a des liens très forts entre le club de Vannes et le club de Stade et le Stade Rochelais. Donc c'est vraiment pour nous le club du Grand Ouest. Et on a envie de les supporter. On est supporters de toute façon du Stade Rochelais. Et puis ils tirent tout le monde vers le haut, quoi. C'est vraiment la locomotive de par leur structure, on en a parlé, de par leur esprit. Et puis de ce qu'ils sont capables de véhiculer, parce que c'est vraiment un bon club à suivre. Et c'est un exemple pour d'autres clubs professionnels. Autant économiquement que sportivement, c'est un club qui donne exemple, quoi. Qui a su faire un système économique à l'équilibre, voire gagnant. Et c'est très rare dans un club sportif aujourd'hui d'avoir un système économique qui permet de gagner de l'argent. C'est un club qui est attachant. On prend plaisir à les voir, et il y a de la bienveillance vis-à-vis d'eux, parce que c'est un club qui est attachant, parce que d'abord ils ont des joueurs vraiment qui sont d'une humilité incroyable, qui sont très abordables. Ils sont cultivés pour ça. On prend Winnie Antonio, on prend Grégory Aldrit. Je pense qu'ils ont cette culture-là, et c'est quand ils étaient jeunes, parce que c'est... Et là, dans le club, je pense que c'est la démarche continue. Quoi. Et tout le monde leur emboîte le pas, et c'est à l'image également du Stade Toulousain. Aujourd'hui, pour moi, ce sont les deux clubs références. Le Stade Toulousain par rapport à leur histoire, la qualité de leurs joueurs, et puis on voit aussi il y a cette culture du club, culture de l'histoire. Quand on voit tous les anciens du Stade Toulousain qui sont dans le staff, qui sont dirigeants, qui sont entraîneurs. La semaine dernière, les espoirs du Stade Toulousain sont venus. Quand vous avez Jérôme Keno, Técori et David Mélé qui sont sur le bord de touche, ils cultivent quelque chose. Et c'est pour ça aussi qu'on doit s'inspirer de ça
Et c'est pour ça qu'on a envie de les soutenir aussi. Ouais. Pour rester sur la thématique du public et de l'engouement et de la ferveur autour de ce club, justement, quand on est adversaire ou même arbitre et qu'on va de Flandre, est-ce que c'est vraiment un contexte particulier? Est-ce qu'on s'y prépare psychologiquement ou est-ce que c'est un match comme un autre? Pour un arbitre, c'est un match comme un autre. Parce qu'un arbitre reste dans sa bulle, qu'il soit à Mayol, à De Flandre ou au Stade Vélodrome, pour lui, ça doit être pareil d'ailleurs. Mais quand on sort de notre cadre d'arbitre, on ne peut être, encore une fois, qu'admiratif, parce que quand on n'est plus arbitre, on est au reste des hommes. Et donc voilà, donc, les matchs en eux-mêmes ne posent pas de problème pour un arbitre, en tout cas. Même si on sait qu'il y a un stade plein, même si on sait, voilà, ça reste le job d'un arbitre. Pour les joueurs, en revanche, on ressent la pression du public et on sait qu'on rentre dans une arène et qui est hostile, mais avec le bon, pas agressive, quoi. La bonne sémantique. Ouais. Et les joueurs se préparent à un match différemment que lorsqu'ils devraient aller sur un autre stade. C'est quand même un particulier. Moi, quelque part, ça me fait penser quand on se déplaçait à Pierre-Rajon. Il y avait Armandie qui était quand même historique, mais il y avait Pierre Rajon, on savait qu'il fallait se préparer différemment quand même. Bourgoin pour les jeunes. Oui, pardon, pour Bourgoin. Ouais, et puis je prends l'exemple de Bayonne, c'est pareil. Hein. Bayonne, quand tu vas à Bayonne, je vois quand on a préparé avec le bébé les matchs à Bayonne, c'était un contexte particulier. Dans la préparation du match, c'était particulier. Et quand on va à La Rochelle, c'est particulier. On l'a préparé comme ça avec Bordeaux, en disant... slide 1, attention, contexte particulier. Donc c'est quand même pas rien pour les joueurs. Ouais, complètement. Cette ferveur populaire, elle est aussi portée, tu l'évoquais Fabrice, par des joueurs symboliques. On a Antonio, Skelton, Bourgarit, Aldrit, de gros porteurs de ballon. Romain Sazi. Romain Sazi, oui, bien sûr. C'est l'identité du club, vraiment. Ces avants, puissants, costauds. Ah oui, bien sûr, c'est la marque, on va dire que c'est la marque de fabrique du Stade Rochelais. Aujourd'hui, ils dominent le rugby français avec le Stade Toulousain parce qu'ils ont des avants qui sont dominants et qu'ils ont cette capacité à martyriser l'adversaire. Et bien derrière, c'est beaucoup plus simple quand on arrive à gagner des ballons, c'est beaucoup plus simple de les exploiter après. Il y a une maxime qui dit les avants décident de qui gagne et les trois quarts décident du score. Celui qui n'a pas compris ça, il se trompe, s'il pense que large, sans jamais percer devant, ça va marcher, ça ne marchera jamais. Je n'ai jamais connu un entraîneur qui a dit ça. On revient dans 150 ans et le rugby, ce sera le même. Donc donc eux, ils ont tout compris. Ils ont mis devant des gros porteurs de balles. Et quand ils sont tous alignés dans leur pack, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que quand tu prends Willis Skelton sur la tronche pendant 70 minutes, crois-moi qu'au bout d'un moment, les épaules sont puis après, il y a Botia qui arrive derrière, en deuxième lame. Ça secoue un peu, quoi, avec Willy Antonio pour terminer. Voilà. On a entré plat dessert. Nous, à volonté. On est à 15, on est fiers parce qu'il y a quand même Joël Sclavy qui fait une énorme saison avec La Rochelle, qui est passé par le SA15 et Julien Laïr m'avait dit à l'époque, tu verras, c'est sûr et certain, c'est un grand pilier numéro 3 et à droite. Et il s'est certainement pas trompé. Et il est même devenu polyvalent puisqu'il joue à gauche aussi maintenant. Donc, chapeau. Mais ça, c'est parce que ça fait salaire plus gros. Quand tu joues les deux postes, tu te vends plus cher. Bon, Laurent, vous évoquiez votre match à De Flandre. On va quand même le dire. Vous avez réussi à gagner à De Flandre avec l'UBB cette année. Chapeau. Ils se sont bien vengés au match retour quand même, les Rochelais, de mémoire. Hein. Vous aviez cerné des faiblesses ce jour-là. Et est-ce qu'elles existent encore quelques mois plus tard dans le jeu des Rochelais? Heureusement qu'il y a des faiblesses. Parce que sinon, il n'y aurait pas de championnat, ce serait difficile pour les autres équipes. Je crois qu'il faut arriver à se mettre à leur niveau. C'est comme ça, comme quand tu joues Toulouse, il faut arriver à se mettre à niveau. Et ce n'est pas des matchs, c'est des matchs différents. C'est-à-dire qu'il faut arriver à tenir une intensité de jeu, comme va devoir faire le Leinster contre eux ce week-end, pendant de très très longues minutes et pendant de très très longues séquences. Et c'est à ça qu'on se préparait. Alors, quand on a gagné là-bas, il faut rappeler quand même le contexte. Il pleuvait, c'était dans un contexte sportif un peu difficile. Donc on a su être patient et le groupe a su être patient. Et ce qu'on n'a pas su faire probablement au match retour où on a très clairement explosé au bout de 50 minutes. Quoi. On tenait ce match pendant 50 minutes et on a explosé et on n'a pas su être patient jusqu'au bout. Donc il faut être patient, savoir... taper dans le ballon proche des lignes tout le temps, ne pas leur permettre de relancer, et ça peut le faire. Laurent, on revient sur la casquette d'arbitre. Est-ce qu'on arbitre un match de top 14 comme un match de Coupe d'Europe? Non, très clairement non, parce que le niveau de top 14 n'est pas celui d'une finale de Coupe d'Europe ou d'un match de Coupe d'Europe tout court. Surtout à ce niveau-là. On a deux équipes ultra disciplinées et il faut s'adapter à ce qu'ils vont proposer.
Donc, pour se préparer à un match comme celui-ci, on se prépare à un match de très très haut niveau, où on sait que chaque décision ou chaque non-décision peuvent pencher dans la balance et faire gagner l'une ou l'autre équipe. Donc, non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même, je ne vais pas dire que c'est pas le même rugby, mais c'est pas du tout la même façon d'appréhender et de préparer un match comme ça. Fabrice, vous avez joué une finale de Coupe d'Europe avec le Stade français, il y a bien longtemps, je sais pas. Ouais, 2001 contre Leicester. Ouais, contre Leicester. C'était déjà le cas, cette différence top 14 Coupe d'Europe, ou ça s'est encore amplifié? Ah non, c'était le cas. C'était le cas, on sentait vraiment, on avait tout de suite, ça avait la vitesse, quoi, hein, parce qu'on est sur des joueurs qui sont de classe mondiale, et là, tout va très très vite. Ouais. Et le problème, enfin c'est pas un problème, au contraire, hein, c'est une faculté. Il faut pas perdre de temps, quoi. On dit toujours qu'un joueur au sol est un joueur battu, et là, en l'occurrence, à ce niveau de compétition, on doit toujours être sur ses appuis, donc et toujours être actif tout le temps. Donc beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, et c'est cette régularité qui fait la différence. À un moment donné, quand on a des petits passages à vide ou quand on joue en infériorité numérique, et la discipline, ça va être un des secteurs clés ce week-end, eh bien, il y a les différences qui se font là. Mais c'est vrai que le rythme est bien plus élevé. Ouais. Petite question en dehors de cette actualité de Coupe d'Europe, Fabrice, vous étiez manager de Grenoble qui était allé s'imposer en janvier 2014 à Toulon avec un essai accordé par Laurent Cardona qui avait fait beaucoup de buzz à l'époque. Laurent s'était fait allumer par Bernard Laporte et Mourad Boudjelal. Laurent, c'était du top niveau au sifflet quand même, non? Ah oui. Moi j'ai connu Laurent, on n'en a jamais, d'ailleurs on n'a jamais parlé, c'est la première fois que je vais évoquer ça, mais j'ai connu Laurent à ses débuts. Quand il a vraiment connu le haut niveau, moi je commençais juste avec Grenoble en Pro D2. C'était pas mon meilleur arbitre parce que d'abord on pouvait pas trop lui parler, hein, il démarrait, donc peut-être qu'il y avait aussi cette envie de marquer son territoire. Mais en revanche, on a tout de suite vu les progrès parce que c'est quelqu'un qui était à l'écoute. On échangeait déjà sur que ce soit par des mails ou par des vidéos. Il a toujours été à l'écoute. Et ce qui était bien avec Laurent, c'était qu'avant les matchs, il venait voir, il expliquait bien et on pouvait débriefer. Voilà, son vestiaire était toujours ouvert ou après à froid. Et après, évidemment, avec l'expérience, avec son vécu, il a pris une dimension internationale. Donc c'était un arbitre que je trouvais très clair dans ses décisions et dans sa posture. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il prend une décision, parfois il se dit est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, mais dans sa posture, dans son attitude, dans son langage corporel, voilà, on disait l'arbitre a toujours raison et il montre qu'il a raison. Il rougit presque malgré le fond de teint du maquillage. Non, forcément. Il s'est construit, hein. Il s'est construit au fil des années. On n'en a jamais parlé avec Fabrice, c'est vrai, mais parce que quand tu fais ta carrière d'arbitre, il fait sa carrière d'entraîneur, bon, voilà. Mais ouais, entendre ces mots-là d'un entraîneur comme lui, ça fait après, il y a aussi extrêmement plaisir. La bascule. Alors, c'est à toi de me confirmer. Moi, c'est la perception que j'avais de l'extérieur. Dans les années, alors c'est 2009-2010, quand j'ai côtoyé pour la première fois Laurent, on n'avait pas mis l'accent autant sur la préparation physique. Et je ne sais pas en quelle année vous avez eu des critères de préparation physique, de critères de masse grasse, de critères de déplacement par rapport à tout ce qui était énergétique pour se mettre au niveau. Parce qu'on avait certains arbitres qui nous faisaient le central, qui avaient quelques petits frigos américains au niveau des abdos. Donc c'était aussi important de tenir le rythme. Et on a eu toute cette nouvelle génération qui s'est mis au top physiquement. Et très honnêtement, ils étaient sur toutes les actions avec un bon positionnement. Il y a aussi tout un travail précis. Et après, il y a toute l'évolution de la DTA, où il y a eu du coaching individuel, le retour avec les entraîneurs, l'arrivée de l'analyse vidéo. Et toute cette technologie-là, qui servait bien sûr aux équipes, elle a été très très bénéfique aux arbitres. Et moi, ça a été le basculement. Et là, on a vraiment été alignés entre les équipes, dans notre préparation à nous, et aussi le travail énorme, considérable, qui est fait avant la rencontre par les arbitres. Donc tout le monde était aligné, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a on se comprend mieux, qu'il y a moins de problématiques avec l'arbitrage. Ouais, la parenthèse sur le physique, le physique ne fait pas un bon ou un mauvais arbitre. Ça, c'est pas ce que dit Fabrice. Fabrice dit que dans le ressenti ou dans l'image renvoyée aux sportifs de haut niveau, c'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on prend une mauvaise décision, le public non averti va dire de toute façon, vu à quoi il ressemble, il peut pas avoir pris une bonne décision. Alors que celui qui ressemble à un athlète à côté, qui prend la même décision et qui se trompe certainement de la même façon, mais bon, il est sur les actions. Il est là, il est performant. Enfin, voilà. Et c'est dommage, mais ça reste une question d'image. C'est un facteur de crédibilité aussi. C'est un facteur de crédibilité. Donc, il y a eu une vraie évolution. Les tests physiques, pour répondre à ta question, ont toujours existé chez les arbitres, mais ils n'étaient pas éliminatoires, quoi. Donc, alors qu'aujourd'hui, les tests physiques réalisés par les arbitres
environ tous les 3 mois, ce qui est quand même pas rien, Ouais. sont éliminatoires. Éliminatoire, ça veut dire que si un arbitre ne passe pas les tests physiques, les minimums recommandés, il n'arbitre plus dans la division dans laquelle il est sélectionné. Donc voilà, ça nous a poussé, effectivement, même moi, ça m'a poussé à changer physiquement, à avoir une autre façon de me préparer, beaucoup plus intense. Et le rugby à 7, quand j'ai fait du rugby à 7, m'a aussi fait évoluer physiquement. Merci messieurs, on va passer à la rubrique finale. Question pour deux Charentais. Jingle. Inconnu là. Messieurs, un buzzer chacun pour ce face-à-face. Je vous rappelle que le perdant paye le restaurant. Ah merde. En cas de match nul, c'est moi. C'est pour ça que j'ai prévu 5 questions. Une question subsidiaire. Allez, on attaque. Question numéro 1. Mon père est... Ça marche, c'est pour vérifier que ça a fonctionné. Fabrice, peut tester. Non, C'est bon, ça marche, ça d'accord. marche. Attention, c'est parti. Mon père a été champion de France et d'Europe de rugby. Je suis un adepte de la casquette, talonneur de formation. Serge Lahirel. Non. Mon père a été champion de France et d'Europe de rugby. Je suis un adepte de la casquette, talonneur de formation, entraîneur. Mes joueurs m'avaient un temps affublé du doux surnom de Kaiser. J'ai passé 6 ans au SA 15. Je suis Julien Lahirel. Julien Lahirel. Oh putain, le fils, mince. T'as l'honneur de formation, mais oui, mais Serge, il est Et pas oui. talonneur du tout. Et puis le père de... Oui. Champion et la casquette. Et la casquette. Trop vite. Voilà. Un point pour Fabrice. Alors, Putain, je serais pas là, famille. c'est pas une question de rapidité, la question 2, mais je pense que vous allez vite dégainer. Je suis aujourd'hui chroniqueur radio après avoir été éditeur de bande dessinée. Qui a... Égalité, Mourad Boudjel. Ouais. Tu peux lire la question jusqu'au bout Et président de club de rugby, j'ai à mon palmarès 3 Coupes d'Europe, mais aussi le fait d'avoir viré Fabrice Landreau et insulté Laurent Cordon. Bravo, Gérard. Elle était Non, on t'en veut pas, Mourad. Vraiment, alors pas du tout. Parce qu'il a été extra. Alors, je fais une parenthèse. Il a été extraordinaire avec moi après tous ces événements-là. Parce que forcément, la presse a beaucoup parlé de cet événement-là. Mais tout ce qui s'est passé après, avec Bernard Laporte y compris, a été vraiment une source d'apaisement. Pour mon dernier match, il m'a envoyé une petite vidéo pour dire que grâce à moi et ce match pourri de 2014, ils avaient été champions de France et champions d'Europe cette année-là. Et que j'étais certainement dans leur réussite. Oui, bien sûr. Parce que ça les a fait basculer sur des non-dits qui ne marchaient pas. Quoi. Voilà. Respect. Donc merci Mourad. Question numéro 3, on compte 2 points du coup. Hein. Ouais, 2-1. Match nul, 2-1. Pour Fabrice. Attention, question numéro 3, une charade. Oula. Charade rochelaise. Mon premier se boit blanc, rouge ou rosé. Le Pinot. Non, mais c'est une charade. C'est une charade. C'est mal parti là. Alors. Attention. Ah, il est chaud, le Laurent. Mon deuxième peut être d'encre ou bleu. Mon troisième est un oiseau chanteur. Attila est mon quatrième. Je répète, mon premier se boit blanc, rouge, rosé. Ouais. Mon deuxième peut être d'encre ou bleu. Mon troisième est un oiseau chanteur. Attila est mon quatrième. Allez, je vous le refais. Vincent Merlin. Putain. Bien joué, Laurent. Bien joué. Et de Vincent partout. Merlin. De partout. Alors, question de rapidité cette fois-ci avec C'est un- un peu celle-là. question, Je l'avais pas là. Je l'avais pas du tout. une question irlandaise en honneur de cette finale de Coupe d'Europe. Attention, ça va aller très Question vite. de rapidité, hein. Attention. Ouais, rapide. Comment s'appelait auparavant l'Aviva Stadium de Dublin? Lansdowne Road. 3-2 pour Fabrice. 3-2 pour Fabrice. Alors, on va terminer avec la question. Parce que je suis plus vieux, Laurent, c'est pour ça. Déjà, t'as connu la Viva, moi j'ai connu Lansdowne Road. Question subsidiaire. L'entraîneur rochelais Ronan O'Gara détient toujours le record de points en Coupe d'Europe. Combien en a-t-il inscrit? Le plus près rafle la mise. 700. Non, 870. La réponse. 1365. 1300. Putain, j'ai pas osé dire les 1000 parce que je voulais pas faire de conneries. Ouais. Mais je pensais que c'était. J'ai pas osé aller au-dessus des 1000. Et battu par Sexton. Sexton, c'est le nombre de points dans le tournoi. Avec l'Irlande. Record de points dans le tournoi, pendant la Coupe d'Europe, qu'il a battu. Oui. Ouais, oui. O'Gara, 1300. 1300 points en Coupe d'Europe, ouais, effectivement. Respect. Énorme. C'est vraiment Respect, oui. très respectable. Complètement. Victoire de Fabrice. Victoire de Fabrice. 4-2.
Il n'y a pas une question en plus? Non, mais il y a une petite surprise. On voulait se quitter sur un avis d'expert. Fabrice, Ah merde. Ça sent le piège. Ça sent le piège. au cours de votre longue carrière de joueur, d'entraîneur, vous avez forcément croisé des Golgoth dans les vestiaires, des fondus de la musculation, j'imagine, non? Vous avez des noms qui vous viennent en tête? Alors, celui qui m'a le plus impressionné, j'ai pas joué contre lui ni avec lui, c'est Gérard Chollet. Ouais. Quand je le voyais avec l'équipe de France en 77 échanger ses maillots, j'étais devant mon téléviseur à regarder cette masse. Mais ouais, j'ai rencontré des beaux bodybuilders. Ouais. Bien, ouais. On a une petite photo, ça va peut-être vous faire changer d'avis sur la référence, si on peut voir ça. Ah ouais. Là, Non, mais là, il est en mode crossfit. En mode préparation physique, Pierre Sago. Mais Fabrice, c'était pas mal non plus. Mais je me rappelle avoir interrogé Mathieu Blain, qui me disait qu'il était impressionné par ses mollets. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai hérité ça de mon papa. Ah, cycliste. ouais. Cycliste, bien sûr, sprinter. Ouais. Ok, bon ben merci monsieur, merci messieurs. Cette émission touche à sa fin. Merci Nicolas pour ces petits retours. Merci Fabrice, merci Laurent, merci à Virginie, Jean-François et Julien à la régie. On vous rappelle que Leinster La Rochelle, c'est samedi 17h45 en finale de la Champions Cup à Dublin. On va tous pousser derrière les Rochelais. On va juste vous demander un petit prono, peut-être juste pour finir. Allez, mouillez-vous. Oh, il n'y aura pas un gros score, je pense. Je pense que ça va finir comme un 15-9, tu vois. Un truc comme ça. Ah oui, 15-12. petit. Ouais. tu vois. Petit, quoi. Pour qui? Mais ce sera très. Oh, pour la Rochelle. Bien évidemment, pour la Rochelle. Là, ils n'auront pas peur, on va le faire, j'en suis sûr. Je suis d'accord avec Laurent, ils ne vont pas avoir peur. Je vois quand même une victoire irlandaise. Je vois un score un peu plus large. Je vois un 27-22 ou un 28-21, quelque chose comme ça. Mais bon, je pense que ils vont bien préparer ce match et j'espère me tromper surtout, mais je vois plus une victoire du Leinster quand même. Ok, bon ben merci messieurs. En attendant, c'est l'heure de passer à table et c'est Laurent qui régale, merci, je crois, Laurent. forcément. Je crois que j'ai bien. Allez, au revoir, merci, au revoir. Au revoir. Salut.